Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Liolabs. Alors, on continue notre apprentissage du langage Python par l'exemple grâce au tutoriel proposé par Graven sur le développement d'une application d'un jeu à l'aide de la librairie Pygame. Alors, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et donc, c'est parti! Alors, nous avons déjà, la fois passée dans la dernière vidéo, il y avait déjà des choses qui avaient été mises en place, mais je les ai modifiées et j'ai complété par rapport au tutoriel en question. Je pense que je suis à peu près à la moitié du tutoriel pour le moment et encore merci à Rico59 de m'avoir montré ce tuto. Franchement, je prends un pied terrible et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un langage très très intéressant. Alors, qu'est-ce que nous avions donc? Nous avons un fichier principal qui importe le module Pygame et j'importe la classe game que j'ai définie précédemment. Souvenez-vous, on en avait déjà parlé la fois passée, que je mets dans la variable, enfin dans l'objet, voilà, on peut dire comme ça, dans l'objet game. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, j'initie, je vais dire le Pygame, je définis le titre de ma fenêtre, sa taille, l'image que je vais utiliser en arrière-plan. Et là, par contre, c'est une petite nouveauté qui ne se trouve pas dans le tutoriel de Graven. C'est en fait l'implémentation d'un delta time me permettant d'afficher avec une vitesse correcte en fonction de la puissance de ma machine, je vais dire les différents monstres et personnages qui composent mon jeu. Alors ça n'a pas été simple à trouver parce qu'il y a pas mal de tutoriels qui sont à la fois complémentaires et parfois, je veux dire, totalement à l'opposé de la logique du jeu qui a été proposé par Graven. Donc ça a été une recherche assez longue et laborieuse, mais on va voir un peu, c'est la manière la plus simple que j'ai trouvée pour l'implémenter. Donc je définis un nombre de frames par seconde que je souhaite mettre en place dans mon jeu. Alors, plus votre machine est puissante, plus elle pourrait afficher, je vais dire, un nombre de frames par seconde. Moins votre machine sera puissante, forcément, il faudra diminuer cette valeur-là. Pour le moment, de manière logique, je l'implémente avec une valeur fixe, mais on pourrait envisager dans le jeu de définir, je vais dire, dans les options du jeu, la possibilité à l'utilisateur d'augmenter ou de diminuer cette valeur de frames par seconde pour que l'affichage de son jeu se fasse dans les meilleures conditions qui soient. Alors, on continue, hein. Donc on avait instancié l'objet game depuis la classe game, on avait défini une variable running pour faire une boucle infinie, j'affiche une image de fond, j'affiche le joueur, souvenez-vous, on en avait parlé à la fois précédente, dans une fenêtre, donc dans un rectangle, un peu le principe des hitbox. Et là par contre c'est nouveau, vous verrez comment on l'a défini dans la classe player. J'ai défini la mise à jour d'une barre de vie et que j'affiche à l'écran. On verra un peu comment ça fonctionne quand nous serons dans le player. Alors, la même chose, je vérifie depuis la table des projectiles, puisque mon joueur peut lancer plusieurs projectiles, eh bien, je force l'affichage, si vous voulez, le déplacement de mes projectiles qui sont stockés dans cette table. Même chose pour mes monstres. Voilà, comme il peut y avoir plusieurs monstres, j'ai défini une table dans laquelle je définis ces monstres. Ça, c'est une nouveauté par rapport à cette vidéo. Et lui aussi, je lui fais afficher, on verra dans les détails, le même principe, la barre de vie qui lui correspond. Alors, après, je dessine tous les éléments de mon écran, donc c'est-à-dire que je dessine tous les projectiles qui sont dans la table projectile et je dessine tous les monstres qui sont dans la table des monstres. Même principe, si je déplace le personnage à l'aide des touches left et right, je vérifie que je ne suis pas sur les bords droit et gauche de l'écran. Enfin, droit et gauche, non, droit et gauche pour vous, de l'écran, pour que celui-ci s'arrête sur les bords de l'écran et ne disparaît pas, qu'il reste bien dans la zone de jeu prévue à cet effet. Et puis, évidemment, je mets à jour l'écran proprement dit. Même principe, je vérifie pour libérer toute la mémoire si jamais on quittait le jeu. Et sinon, je vérifie si une touche est enfoncée. Si c'est particulièrement la touche espace, dans ce cas-là, je lance la fonction launch projectile. Donc, il ajoute le projectile, il le fait tourner, il le déplace vers l'avant. Et s'il rencontre une collision avec un monstre, on verra ça dans les détails, il lui fait perdre des points de vie, donc lui inflige des dégâts. Et pour afficher ça avec un certain nombre de frames par seconde, c'est la petite fonction clockTix FPS, souvenez-vous on l'avait mis à 120, qui me permet d'afficher avec une vitesse cohérente par rapport à ma machine, je vais dire les différents éléments de mon jeu. On passe à la classe player.
Dans la classe player, ben, celui-ci ayant la possibilité de jeter des projectiles, on va lui ajouter les paramètres que l'on retrouve dans la classe projectile. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'importe, si vous voulez, le module projectile depuis la classe projectile. Alors, on sait que le player, ben, c'est un sprite qui récupère tous les paramètres de la classe PyGame, auquel je viens rajouter l'instanciation de la classe Game. Donc ça, c'est une classe que moi j'ai définie. Et je lui définis une santé courante qui est à 100 au début du jeu, avec une santé maximale qui est à 100. On verra pourquoi après j'implémente les deux. Une puissance d'attaque, une vitesse, et éventuellement derrière un groupe de projectiles, une image, la hitbox correspondante et sa position en X et en Y ici. Alors, au niveau des dégâts, donc des damage, j'ai défini une fonction damage qui va correspondre, qui va s'appliquer au player avec une valeur que je retrouve ici. On verra comment calculer cette valeur derrière. Alors, en ce qui concerne le petit test, ben, évidemment, le principe, c'est que pour pouvoir afficher cette santé, il faut vérifier qu'elle ne soit pas... Enfin, quand elle est à 0, il faudrait quelque part arriver à bloquer l'affichage de cette barre de vie. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, je vérifie que la santé moins le montant qui est indiqué dans le montant est supérieur au montant de dégâts que l'on souhaite affliger. Dans ce cadre-là, si c'est le cas, donc ça veut dire que si le joueur est en vie, en résumé, ben, s'il est en vie, ben, je lui affiche les dégâts correspondant au montant que nous avons à donner ici. Au niveau de la barre, la mise à jour de la barre de santé, je définis en fait deux rectangles. Alors pourquoi deux rectangles? Parce qu'en fait je veux que quand on voit le joueur ou le monstre, ce sera le même principe pour le monstre aussi, j'ai un rectangle gris qui correspond quelque part à la totalité de sa santé, et un rectangle vert qui correspond à sa santé actuelle, donc affichant un peu sur le principe des calques en arrière-plan une barre grise correspondant à sa base de santé, une barre verte correspondant à sa barre de santé. Au départ, elles sont identiques, vous ne verrez que du vert, mais au fur et à mesure qu'il recevra des dégâts, cette barre verte va diminuer, laissant apparaître la barre grise qui est derrière. Et donc ça vous donnera une proportion de ce qui lui reste de sa santé proprement dit. Voilà, launch projectile, ben, qu'est-ce que je fais? Si d'aventure cette fonction était appelée, eh bien je viens ajouter un projectile dans la table des projectiles. Le déplacement à gauche, le déplacement à droite, nous l'avions vu. La seule chose que j'ai rajouté pour le déplacement vers la droite, donc quand mon personnage s'avance vers les monstres, eh bien en fait je vérifie qu'il n'y a pas une collision avec le groupe des monstres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas, il n'y a pas de collision, ben je lui permets de se déplacer vers la droite de mon écran. Aussi simple que ça. La classe Monster, même principe, c'est une sous-classe de PyGame. J'ajoute le module random, vous verrez pourquoi. Et donc, qu'est-ce que je fais quand je définis ma classe Monster? Je lui fais hériter de la classe PyGame. Je lui inflige l'appartenance, enfin de récupérer les paramètres de la classe Game également. Je définis sa santé courante à 100, donc quand on crée il aura 100, sa santé maximum à 100, son attaque, l'image correspondante, la hitbox correspondante avec une position. Et c'est là où random devient intéressant, c'est que comme je vais créer plusieurs monstres, on verra comment et pourquoi, comme je vais créer plusieurs monstres, je souhaiterais que la position de départ de ce monstre soit minimum de 1000, auquel je rajoute éventuellement 300 pixels. Pourquoi? Puisque ces personnages vont avancer vers le joueur, enfin, puisque ces monstres vont avancer vers le joueur, s'ils démarrent exactement en même position X, vous aurez toujours l'impression d'avoir qu'un seul monstre. Donc ce qui serait intéressant, c'est de créer un petit déphasage entre l'affichage des monstres, de manière à ce qu'ils ne démarrent pas du même endroit pour s'attaquer au joueur proprement dit. La position Y reste la même. Et quant à sa vitesse, ben vous voyez que là aussi, je fais varier sa vitesse de manière à ce que le personnage, enfin le monstre qui attaque, ben, se déplace vers mon joueur à une vitesse légèrement différente. Quel est l'intérêt? Ben, il se pourrait que le monstre qui soit derrière court tellement vite qu'il se déplace plus vite pour attaquer mon personnage. C'est un petit peu cette faculté-là. Et donc,
Si on crée un déphasage d'affichage de départ et une vitesse différente, ça donne la sensation d'avoir des monstres qui ont des qualités physiques différentes qui attaquent votre joueur. C'est un peu ce principe. Alors, au niveau des dégâts proprement dit du monstre, ben, celui-ci, en fait, même principe que pour le joueur, on définit globalement la même fonction que nous avons là. Alors, on vérifie si le personnage, enfin si le monstre est toujours en vie. Si ce n'est pas le cas, donc s'il est mort, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas détruire et en créer un nouveau, non. On va simplement repositionner celui-ci avec un déphasage potentiel, mais à minimum 1000 pixels par rapport à l'affichage. On va lui donner une vitesse variable, donc ça ne sera peut-être pas, quand il sera créé, il n'aura peut-être plus la même vitesse qu'il avait au tour précédent, mais par contre, on redit que sa santé redevient l'équivalent de sa santé maximale. Donc on fait un respawn, si vous préférez, du monstre, de manière à ce que sa position et sa vitesse ainsi que sa santé soient différentes qu'à la précédente situation. Même chose, ici pour la mise à jour de la barre de santé, même principe, on affiche la zone grise affichant la largeur maximale de santé et on affiche la largeur de santé courante avec les autres paramètres à exactement la même position avec une couleur différente. Le principe, le monstre va avancer par définition, mais il va avancer tant que il n'est pas en collision avec le joueur. C'est ce principe-là. Et dans ce cas-là, vous voyez, on décrémente, je vais dire, sa position en X, puisqu'il part de la droite de l'écran et s'avance vers la gauche, d'une certaine vélocité qui sera quelque part randomisée, enfin je veux dire déterminée de manière aléatoire sur sa vélocité dans le respawn et dans la création proprement dite. Voilà, et donc si ce n'est pas le cas, donc s'il n'est pas en collision avec le joueur, on le fait se déplacer vers la droite, mais si c'est le cas, s'il est en collision, on s'arrange pour que le personnage, le monstre, inflige au joueur des dégâts. De quelle valeur? La valeur d'attaque qu'on a déterminée ici. On pourrait, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, implémenter une attaque variable qui, en fonction peut-être de la puissance du monstre, pourrait infliger plus ou moins de dégâts à notre joueur. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et on implémentera ensemble cette fonction. Alors, on passe à la classe game. La classe game, quelque part, elle va utiliser les caractéristiques de player, de monstre et bien sûr de PI game. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette classe game? En fait, c'est elle qui va généralement quelque part initialiser toutes les fonctions de base que l'on va avoir dans notre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Je lui demande de définir un groupe, une espèce de tableau, si vous voulez, qui va contenir tous les joueurs. Pourquoi? Parce que dans la fonction check collision que nous avons définie ici, une des fonctions est en fait de faire tester que votre objet n'est pas en collision avec un ensemble d'autres objets. Voilà, donc on définit un groupe. Et donc si on implémentait juste un objet, ça ne marcherait pas. Ce ne serait pas un sprite avec un sprite, mais en fait c'est un sprite qui vérifie qu'il n'est pas en collision avec un groupe de sprites. Donc on définit, si vous voulez, notre joueur comme étant un membre unique du groupe sprite, mais ayant des caractéristiques sensiblement différentes. En fait, dans notre fonction de check collision, si on utilisait un simple sprite, la fonction ne marcherait pas, ça planterait. Donc il a fallu le définir comme étant dans un groupe. Voilà pourquoi notre player se trouve dans un groupe player pluriel, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on l'instancie player et on l'ajoute tout simplement à notre groupe ici. Même chose pour les monstres. Et là, en fait, une fois que c'est fait, donc dans un groupe de monstres, on s'arrange bien sûr pour faire spawner deux monstres. On pourrait créer à nouveau avec un jeu où on augmenterait la difficulté, donc c'est un peu de level design dirons-nous, de pouvoir en fonction du niveau donner à notre joueur des armes plus puissantes ou moins de vie, pour avoir moins facile, éventuellement avoir plus de monstres qui seraient plus rapides ou plus puissants. Et donc, on pourrait, au lieu de faire un spawn monster ici, on pourrait définir quelque chose d'aléatoire qui créerait un certain nombre de monstres. À nouveau, si ça vous intéresse de le faire, ce serait peut-être bien de le dire en commentaire. De cette manière, on pourrait, dans une énième vidéo, vous expliquer et vous montrer comment on pourrait mettre ça en état. Donc, ça ferait partie des potentielles améliorations de notre jeu basé à nouveau sur le tuto de Gravel. Alors, check collision, même principe, c'est ce que je vous disais. On vérifie que le check collision, quelque part, va appeler notre sprite, donc ici notre monstre.
qui va s'adresser à l'ensemble des groupes auxquels il pourrait être soumis à collision, à savoir le groupe des joueurs qui contient comme élément unique notre joueur de base, et on vérifie un peu avec le principe des hitbox comme je vous en parlais tout à l'heure, que les deux éléments puissent éventuellement se toucher, et dans ce cas-là, on fera quelque chose en particulier si le check collision retourne autre chose que la valeur false que nous avons ici. Et le spawn monster, qu'est-ce que c'est? J'instancie un objet de la classe monstre et je l'ajoute à notre groupe de monstres, tout simplement. Alors, pour le projectile, je pense que nous l'avions déjà vu la fois passée, mais on va le rappeler. Donc en fait, c'est un objet quelque part, c'est une classe qui est définie basée sur PI-Game, donc elle hérite de toutes les capacités que PI-Game, enfin toutes les caractéristiques, pardon, pas les capacités, non seulement les caractéristiques, mais aussi les fonctions de la classe PI-Game. Je définis aussi le lien avec mon joueur, puisque c'est le joueur qui va initier le lancement du projectile. Le projectile, on lui définit une vitesse. À nouveau, amélioration potentielle, suivant le niveau du jeu, on pourrait envisager que la vitesse du projectile soit supérieure. On hérite, on instancie, si vous voulez, le player dans la fonction self.player. Les images, vu que le projectile est de grande taille, on réduit sa taille à l'aide d'une échelle, donc on l'a pris globalement, on l'a diminue de 50%. On lui fait une hitbox qui sera positionnée, où ça? Elle démarre du joueur et elle s'ajoute, on lui ajoute 120 et 80 pour pouvoir avoir un décalage. L'origine de l'image, donc on définit l'origine de l'image comme étant celle de l'image du, je vais dire, du PNG correspondant au du fichier image, si vous voulez, le fichier PNG, ou ça pourrait être un JPEG par exemple, qui correspond à notre projectile proprement dit. Et on lui donne une variable angle qui va nous servir dans la fonction rotate que je vous explique tout de suite. La fonction rotate, qu'est-ce qu'elle a pour principe? C'est qu'au fur et à mesure, si vous voulez qu'on va rafraîchir l'image, ça sera intéressant que notre projectile tourne sur lui-même, un peu comme le principe c'est une étoile, donc un peu on fait faire comme les étoiles de ninja qui tournent sur elles-mêmes lorsqu'elles avancent vers les monstres. C'est un peu ce principe-là. Donc on augmente globalement l'angle et on transforme en faisant une rotation de l'image en donnant son origine de manière à ce qu'elle tourne sur elle-même, si je puis dire. Voilà. Et on recentre ensuite la hitbox correspondante à l'image que nous venons de modifier. Alors, on ne va pas tout de suite voir la définition remove, la définition de la fonction remove. On va voir la fonction move, qui a pour principe de déplacer la position X de notre image de projectile en fonction de la vitesse que nous aurons donnée ici. Et voilà, move, voilà, c'est ça. Et on appelle la fonction rotate qui va, hop, on incrémente sa position et la fait tourner. Et donc vous avez cette sensation, voilà, d'objet qui tourne et qui avance un peu comme la vitesse, en fonction du déplacement du projectile vers le monstre. Alors, on vérifie bien sûr s'il n'y a pas une collision entre le projectile et un monstre dans le groupe All Monster. Et dans ce cas-là, s'il s'avère que nous sommes en collision, donc pour tous les monstres, on vérifie qu'il ne soit pas en collision avec tous les monstres. Et s'il est en collision, on retire le projectile, donc on le détruit. Mais on le détruit et en même temps, on inflige des dégâts à notre monstre. C'est un peu le principe. Alors, autre cas de figure potentiel, c'est si notre projectile n'atteint aucun monstre mais commence à sortir de l'écran par la droite, donc c'est pour ça que, souvenez-vous, on avait défini une fenêtre de 1080 si j'ai bien souvenir, et bien dans ce cas-là, on le retire de la table des projectiles. C'est aussi simple que ça. Et donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour, il ne reste plus qu'à passer à une petite démo. Alors la démo est très simple, on va voir ce que ça donne. Là, je lance. Donc on a un déplacement de personnage. Et voilà. Et je lance mes projectiles. Et donc vous pouvez voir que mes personnages, mon personnage, quand il est touché, perd des dégâts. Quand je tire, effectivement, je peux infliger des dégâts à mes monstres. Ceux-ci avancent à une vitesse différente, parfois plus vite, parfois moins vite. Voilà. Et donc au fur et à mesure, voilà, je pourrais, donc il y a encore pas mal de choses à faire bien sûr. En l'occurrence, en premier, si mon joueur n'a plus de vie,
le jeu devrait s'arrêter, afficher un game over ou proposer aux joueurs de recommencer. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'on peut en rester là pour le moment. Et petite conclusion rapide, donc voilà, en tout cas premièrement, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne et franchement ça me fait super plaisir parce que je ne m'attendais pas à ça. Sincèrement, ça fait 6 ans que je lance des vidéos et pendant les 5 premières années, je vais dire, je crois que j'étais en dessous des 70 abonnés. Donc aujourd'hui, on est à plus du double, presque 150. C'est pas énorme par rapport, je suis pas un youtubeur, je peux pas me considérer en tant que tel, mais un passionné de programmation et de ce genre de choses. Donc voilà, merci à vous. Et si d'aventure cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce. Enfin, en tout cas, ça me donne un peu plus de visibilité et ça me fait tellement plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde. Et donc, quelque part, s'il y a de nouveaux abonnés, ça me fait plaisir. Je vous dis tout de suite, je ne touche pas un copec et ce n'est pas l'intention qui est derrière. Donc, voilà, si, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez toujours là et de plus en plus nombreux. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que les explications ont été suffisamment claires. Et je tenais vraiment à vous remercier pour, voilà, pour faire ce que vous faites pour moi. Et donc, voilà. Merci à vous, merci, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, bonsoir.